Alors, donc, le cancer colorectal, c'est le regroupement du cancer du côlon et du cancer du rectum. Donc, en fait, ils sont développés à partir des cellules qui tapissent la paroi du côlon ou du rectum. Et en général, c'est par transformation progressive d'un polype qui est bénin, qui se transforme en cancer. La majorité des cancers colorectaux touchent le côlon, environ 40% touchent le rectum. Donc, le côlon et le rectum, c'est le gros intestin. C'est la dernière partie du tube digestif. Quand on mange, donc les aliments sont digérés dans l'estomac et dans l'intestin grêle. Les éléments nutritifs sont absorbés dans l'intestin grêle. Et en fait, ce qui arrive dans le côlon, ce sont les résidus alimentaires. Ils arrivent dans le côlon sous forme liquide et l'eau est progressivement réabsorbée. C'est ce qui donne les selles. Et ces selles sont stockées ensuite dans le rectum, puis évacuées par l'anus. Le cancer colorectal, c'est le 3e cancer le plus fréquent chez l'homme, le 2e chez la femme. Il y a eu 45 000 cas en 2017 et 18 000 décès liés au cancer colorectal. Donc, c'est un cancer qui survient quand même assez tardivement, puisque l'âge moyen au diagnostic est de 71 ans chez l'homme, de 75 ans chez la femme. Comme je vous disais tout à l'heure, ce cancer vient de plusieurs mutations successives de gènes qui transforment une cellule intestinale normale en une cellule cancéreuse. Et souvent, il y a un passage par le stade polype. Il y a des facteurs de risque identifiés, donc certains qui proviennent de l'organisme, sur lesquels on ne peut pas réellement agir, et d'autres qui sont extérieurs à l'organisme, sur lesquels on a des moyens de prévention. Le risque, en général, s'accroît lorsqu'on cumule plusieurs facteurs de risque. Donc, les principaux facteurs de risque, donc il y a l'âge, on en a parlé, c'est une maladie qui survient en général, le plus souvent, la moyenne, donc c'est plus de 70 ans. Le mode de vie, l'alimentation, on vient déjà de parler longuement, l'obésité, la sédentarité, l'excès calorique, le tabac, l'alcool, le fait d'avoir un antécédent personnel, donc d'avoir déjà eu auparavant un cancer colorectal ou d'avoir déjà eu un polype de plus d'1 centimètre et sont des facteurs de risque. Les patients qui ont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique évoluant depuis plus de 10 ans, sont des patients qui sont à risque, plus à risque de cancer colorectal. Et l'hérédité joue un rôle, puisque si on a un parent du 1er degré ayant eu un cancer colorectal ou un gros polype de plus de 1 cm avant 65 ans, on est considéré comme plus à risque. Plusieurs parents au 1er degré également, quel que soit l'âge. Et on sait qu'il y a environ 5% de formes familiales qui sont des formes génétiques. La prévention, éviter le tabac, éviter l'alcool, maintenir un poids entre guillemets normal, une activité physique régulière, je ne vais pas préciser le nombre de pas, une alimentation riche en fibres, en fruits et légumes, en limiter la viande rouge et la charcuterie. Donc, dans 60 à 80% des cas, avant un cancer du côlon, on a une tumeur bénigne qui s'appelle un polype. Et ce polype, il peut se transformer et il met plusieurs années à se transformer. En général, c'est une accumulation de mutations, de transformations au niveau des cellules qui aboutissent à un cancer, parce que la caractéristique d'un cancer par rapport à une tumeur bénigne, c'est ça peut faire des métastases, ça peut se diffuser dans l'organisme. Donc, d'où l'intérêt, il y a un intérêt au dépistage, c'est d'agir avant l'apparition des signes cliniques de lésions précancéreuses ou de cancers débutants. Donc, la recherche de sang non visible, microscopique dans les selles est recommandée pour les personnes qu'on dit à risque moyen tous les 2 ans entre 50 et 74 ans. Si ce test est positif, on fait une coloscopie, on va prélever les anomalies pour essayer de détecter des cellules cancéreuses. Et on a quand même un taux de positivité entre 4 et 5%. Et quand le test est positif, un cancer est découvert dans 8% des cas et un polype dans plus de 40%. Donc parfois on a des tumeurs qui ne saignent pas. Et donc parfois le test de dépistage n'est pas suffisamment performant, mais les tests s'améliorent et on a quand même, on découvre quand même, il est nettement plus efficace, quoi. Donc le test de dépistage, je vois que vous
beaucoup de vous l'ont déjà fait. Donc on recueille les selles, on gratte les selles avec un petit bâtonnet qu'on introduit dans un tube et ensuite on secoue, on envoie et on recherche s'il y a du sang dans les selles. Donc, ce test de dépistage, il est pour les personnes à risque moyen. Donc, c'est la population générale donc c'est une population qui n'a pas de signes cliniques, pas d'antécédents personnels ou familial de cancer. Les personnes à risque élevé, donc les personnes qui ont des antécédents personnels ou familiaux d'adénome de plus de 1 cm ou de cancer colorectal ou plusieurs parents quel que soit l'âge, ou les patients qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ne relèvent plus du dépistage. Ils relèvent d'une dépistage organisé. Ils relèvent d'une coloscopie, de même que les patients qui ont un risque très élevé familial. Quel est l'intérêt de dépister ? Si on découvre une tumeur à un stade localisé, on guérit près de 9 cancers du côlon sur 10. D'aller rechercher du sang dans les selles, c'est quelque chose avec ce test-là, c'est quelque chose de pas invasif, qui n'est pas très lourd, donc ça vaut le coup. Alors si on trouve du sang, si le test revient positif, on fait une coloscopie. La coloscopie se fait en général sous anesthésie générale. Elle permet de faire des prélèvements à visée diagnostique, ça permet d'enlever des polypes, ça permet également parfois de rechercher des anomalies qui pourront nous aider dans le choix des traitements. Donc c'est un tube avec une caméra au bout qu'on monte dans l'intestin pour aller étudier toute la paroi de l'intestin. Alors, certains signes cliniques peuvent nous orienter aussi et peuvent nous faire suspecter un cancer du côlon ou du rectum. Et si on a des signes cliniques, on va faire une coloscopie. Donc ces signes-là qui peuvent nous alerter, nous faire consulter, ça peut être des troubles du transit, avec un transit qui se modifie, une constipation soudaine ou qui s'aggrave, des diarrhées qui se prolongent ou une alternance de diarrhée de constipation. Ça peut être la présence du coup de sang que l'on voit dans les selles, qu'il ne faut pas forcément attribuer d'emblée à des hémorroïdes. Il faut consulter, il y a une indication de coloscopie. Ça peut être des douleurs au niveau du ventre avec des crises, des spasmes, parfois des gargouillements. Ces signes-là peuvent parfois être associés à une perte de poids, une fièvre ou une fatigue. Cette fatigue peut être aussi l'occasion de faire une prise de sang avec une mise en évidence d'une anémie qui est liée à des saignements chroniques qui passeraient inaperçus. Donc, sans traitement, en fait, le cancer colorectal, il se développe d'abord localement, puis, comme tout cancer, les cellules cancéreuses peuvent migrer dans l'organisme par la circulation sanguine, le système lymphatique, et faire fermer ce qu'on dit des localisations secondaires de la maladie ou des métastases. Les plus fréquentes pour ce type de maladie, pour le cancer colorectal, elles se localisent au niveau du foie et au niveau des poumons. Donc, en général, dans le bilan d'extension de la maladie, quand on trouve un cancer du côlon, on fait un scanner du thorax, de l'abdomen, pour regarder si éventuellement il n'y a pas d'autres localisations, donc, qui vont faire discuter une prise en charge différente. C'est vrai que si on a, vous en l'aborderez dans les traitements, mais on trouve un cancer du côlon localisé, on va l'opérer. S'il y a des métastases, la discussion sera peut-être d'opérer, mais d'associer à d'autres traitements. Donc, pour un cancer du rectum, du bas et du moyen rectum, on peut parfois faire un autre examen qui s'appelle une IRM, qui pourra aider aussi à définir la prise en charge, éventuellement de savoir si on associe des rayons, la radiothérapie. Alors, je vais vous faire un petit focus avant de finir pour les patients âgés de plus de 75 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des études, elles sont basées chez des gens de moins de 75 ans. Or, beaucoup de cancers colorectaux surviennent chez des patients âgés de plus de 75 ans. Le dépistage de masse, il est recommandé en deçà de 75 ans. Et pourquoi est-ce qu'on l'arrête à 75 ans ? C'est parce que finalement, l'espérance de vie en 2015 et en 2018, c'est toujours la même chose, c'est de 79 ans chez l'homme, 85 ans chez la femme, que le temps qu'un polype se transforme en cancer, il faut plusieurs années, et que finalement le dépistage, il est à discuter avec son médecin selon l'état de santé de la personne qui est avec nous, parce que pour certains, c'est intéressant d'aller faire un dépistage, et puis pour d'autres personnes, peut-être que finalement, vu le temps que peut mettre un polype à dégénérer en cancer,
avoir une anesthésie générale, une coloscopie est plus discutable. Quand on a trouvé un cancer du côlon chez quelqu'un d'âgé, il y a un dépistage qui est recommandé avant le traitement. C'est avant les décisions thérapeutiques. Ça s'appelle un score G8 ou au codage, qui est fait en général par l'oncologue avec le patient. On regarde beaucoup les paramètres nutritionnels, la perte de poids, la perte d'appétit, l'autonomie, la motricité du patient, la polymédication, et en fait il y a un score qui est sur 17. Si on est en dessous de 14, c'est que la patiente et le patient est fragile, et donc on fait une évaluation après plus complète au niveau gériatrique, où on va regarder vraiment en détail les difficultés, les problèmes de santé, les médicaments, voir s'il n'y a pas d'interaction, l'état nutritionnel, est-ce qu'il n'y a pas d'instabilité, comment est la masse musculaire, comment est le moral, la mémoire, etc., la continence. Donc vraiment, on va regarder de manière approfondie l'état de santé de la personne que l'on a en face de nous, parce que ça va définir les suites de la prise en charge. Et donc, on va identifier les domaines de fragilité, on va évaluer l'interférence avec la prise en charge oncologique, et on va essayer de proposer une prise en charge adaptée, en faisant collaborer l'avis de l'oncologue et l'avis du gériatre. Une fois que le diagnostic est fait, les dossiers et les situations sont discutés dans ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire, donc de manière collégiale, avec plusieurs médecins de spécialités différentes, et histoire de prendre la meilleure option thérapeutique, et de manière collégiale. Donc la suite, ensuite, c'est le traitement, la prise en charge, et je vais passer la parole au Dr Medges. Pendant que mon petit camarade est en train de préparer, vous avez vu ce que ça peut faire un carcassonnais. C'est Ness. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je suis né à Carcassonne. Et Pierrot vient en fait du même petit village que moi. D'où le hadichat de tout à l'heure, typiquement occitan, qui veut dire adieu, bonjour. Donc adieu, pas au revoir, bonjour. Pierre a dit le fondamental de l'affaire, en fait, puisque Pierre nous a dit tout à l'heure favoriser la prévention. Je vous parlais du traitement, mais bien évidemment, il faut favoriser la prévention. Bien évidemment, le rêve, c'est que les gens ne fassent pas de cancer du côlon. On est bien d'accord. Mais si sur un malentendu, ils en font un, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut écouter les Français, toujours. Donc, on va écouter les Français. Et sans blaguer, cet IFOP-là avait été fait aussi avec Montpellier et une association qui est en train malheureusement de péricliter, qui est l'association France Côlon. Et vous allez voir ce que pensent les Français. J'espère que vous voyez. Avez-vous déjà entendu parler, ne serait-ce que de nom, du cancer colorectal ? Je vous mets à l'aise, 95% des Français ont répondu globalement oui. Bon. Les représentations qu'ils se font du cancer colorectal. C'est un cancer qui se soigne, 90%. Les Français ont drôlement confiance dans les médecins, quels qu'ils soient, et dans les équipes médicales, soignantes, etc. Très bien. C'est un cancer qui se dépiste facilement. Vous avez vu le nombre de gens qui jouent au loto et autres trucs. Vous avez vu le nombre de gens qui font le dépistage, oui. Vous avez moyen de nous aider. C'est un cancer fréquent. Grossièrement, 40 à 45 000 nouveaux cas par an, probables. On ne sait pas très bien parce qu'en fait, on a des registres en France. On a un autre registre qui est un petit peu morbide, c'est les certificats de décès où on a ce qu'a fait le patient. Donc si sur le certificat de décès, on oublie, lors du certificat de décès, de dire que le patient n'est pas du tout décédé d'un cancer du côlon, mais qu'il avait fait un cancer du côlon, il ne va pas apparaître sur le certificat, puisqu'il y a la deuxième partie. Donc on est probablement aux alentours de 40-45 000. Et puis alors là, la perception de la prise en charge des patients atteints d'un cancer. On est bien informé sur la maladie à la 64-36. On revient un petit peu dans les élections en France. Non, c'est plus bas qu'on va retrouver dans les élections en France. Ont accès aux nouveaux médicaments, quels que soient leurs revenus et leurs mutuelles. 48-52. Peuvent facilement bénéficier des essais cliniques, des études cliniques destinées à valider les futurs médicaments. 48-52. Sont bien soutenus sur le plan psychologique. Il faut toujours écouter les patients. 47-53. Sont soignés de la même manière sur tous les territoires.
On n'a pas dit dans le Finistère, on a dit sur tous les territoires, et vous avez vu qu'ils ont essayé de zoomer, y compris Dom-Tom. Donc vous voyez qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, et il y a un travail à faire parce que c'est des courbes que je veux juste vous montrer pour que vous compreniez. Ici, c'est les années 80. Là, c'est dernier. Vous voyez que tout ce qui apparaît ici, c'est des médicaments qui sont arrivés, qui ont été validés dans le cadre d'essais thérapeutiques et qui ont apporté un petit peu plus de survie à nos patients, voire de réponse à nos patients, voire de possibilité de les opérer, d'où chirurgie des métastases dans certains cas, et de pouvoir repousser la maladie. Ça, c'est une première réalité. Je voudrais que vous regardiez ce que j'ai mis en haut. J'espère que ça sort un peu mieux que je ne le vois moi, mais qualité de vie, c'est pas en noir. Qualité de vie, c'est en rose, en ce que vous voulez, en stade bressois, rouge et blanc, en ce que vous voudrez. Mais qualité de vie, c'est primordial, et évaluer la qualité de vie, c'est quelque chose de complexe. La décision en cancérologie, comment ça se prend? Eh bien, il faut que vous compreniez que c'est totalement multidisciplinaire. En tout cas, ça doit être comme ça. C'est-à-dire qu'autour d'une table, on va en parler, normalement, il y a des médecins qui vont ensemble, chirurgiens, médecins, etc., voir ce qui est le mieux pour le patient. C'est basé sur les essais thérapeutiques, ok, il y a des élaborations de bonnes pratiques, c'est évolutif selon la science. C'est-à-dire que si vous avez une publication ce soir et qui est montrée comme intéressante, on ne va pas pouvoir l'utiliser en France tout de suite, ce médicament. Parce qu'il y a des autorisations de mise sur le marché, il y a une protection qui est strictement normale. La question va être le délai d'accès à ces nouveaux médicaments et le délai éventuellement d'un remboursement de ces nouveaux médicaments. Et puis, le défi de l'oncogériatrie, Véro vous l'a évoqué, on pourra en parler bien évidemment. Alors le premier pas de la multidisciplinarité, c'est plus ça, c'est plus un gars tout seul, même s'il a beaucoup changé, parce que vous remarquez qu'il se met avec ses collègues et puis il prend un tableau et puis à la fin, souvent il trouve quand même. C'est ça, mais c'est pas ça, parce que ça c'est une réunion multidisciplinaire où vous avez des plus jeunes, des plus anciens, mais plein de spécialités ensemble qui essayent de réfléchir pour le meilleur traitement du patient, dans le cadre du cancer du côlon comme dans tous les autres cas, bien évidemment. Mais un patient qui a un cancer du côlon, une personne qui a un cancer du côlon, c'est sûrement pas ça. Ça, c'est un scanner, et on ne sait pas traiter les scanners. On va traiter la personne autour. À partir du moment où on traite la personne autour, on oublie ça et on voit apparaître ça. Ça veut dire que ce mano à mano entre les équipes soignantes et le patient, c'est pas simplement le patient, c'est la personne, et on va bien sûr discuter avec la patiente ou le patient, cette personne sur ses ressentis, sur ce qu'elle souhaite faire, sur ce qu'elle ne souhaite pas faire. Mais on va pouvoir aller plus loin. Au XXe siècle, la tumeur avait des caractéristiques qui étaient cliniques, radiologiques et anatomopathologiques. Anatomopathologique, ça veut dire qu'il y avait un anatomopathologiste qui regardait, qui disait s'il y avait des cellules cancéreuses ou pas. Et à la fin, on faisait des traitements qu'on appellerait maintenant classiques. Au XXIe siècle, c'est différent. C'est différent parce que si on regarde votre cancer, le patient qui a un cancer, on va pouvoir faire une carte d'identité de la tumeur. Cette carte d'identité de la tumeur va nous permettre de savoir s'il y a tel ou tel récepteur pour aller traiter éventuellement le patient avec un médicament ciblé. On passe à une autre époque potentielle et du coup, on va avoir ce genre de choses. Je vais passer très rapidement. En fait, vous avez une cellule cancéreuse, vous avez un petit récepteur. Le récepteur existe ou pas, ou il existe de nature, et à ce moment-là, le médicament qui est un vecteur va aller donner un ordre à la cellule. Donc, ça va être relativement ciblé. Attention, ce n'est pas parce que c'est ciblé que c'est exempt d'effets secondaires. Et toujours dans ce même cadre, vous allez sentir très rapidement l'apport de ce qu'on va être dit des plateformes de biologie moléculaire. C'est quoi? C'est extrêmement simple. En France, dès 2007, parce que pour un médicament et pour plein d'autres maintenant, il y avait la nécessité d'avoir cette carte d'identité du médicament par rapport à est-ce que tu vas être susceptible d'aider le patient parce que sur la carte d'identité de la tumeur, il y a le récepteur qu'il faut. Eh bien, en France, et vous voyez qu'il y en a une à Brest, qui est l'équipe de Cédric Le Maréchal et de Claude Ferrec, pour ceux qui le connaissent,
c'est une équipe de référence internationale, eh bien vous allez avoir la possibilité de tester un certain nombre de tumeurs parce que derrière, il y a un médicament. Et c'est le cas du cancer colorectal de façon très claire. Du coup, cette carte d'identité dans le cancer colorectal va faire un truc qui, je suis désolé de vous le présenter, mais c'est pour vous expliquer. Sur 100 patients qui ont un cancer colorectal métastatique et où on a nécessité d'utiliser ces médicaments dits ciblés, eh bien, en fonction de 2 gènes, on va avoir la carte d'identité et la clé qu'il faut donner ou pas pour traiter le patient. À partir de là, la véritable médecine personnalisée, ça va être bien évidemment le biopathologiste, vous avez compris, la biologie moléculaire, etc. Le colloque médecin-patient et au-delà de médecin-patient, on le verra tout à l'heure, équipe patient-entourage. Et la réunion de concertation multidisciplinaire pour savoir si on va opérer ou pas, ce qu'on va voir très rapidement derrière. Comment faire mieux? Il vous l'a dit tout à l'heure, dépistage précoce. Dans certains cas, essentiellement quand un ganglion est atteint, on a pourtant tout retiré et c'est très difficile d'entendre pour un patient, on va être obligé de faire une chimiothérapie complémentaire et on pourra revenir dessus. Cette idée, elle va être complémentaire pour essayer de lutter contre les dernières cellules et d'essayer de repousser le cancer qui est peut-être encore là alors qu'il a été enlevé. Je sais que c'est toujours très difficile pour un patient de comprendre qu'il reste peut-être des cellules, mais c'est le cas. Essayez, lorsqu'il y a des métastases, de savoir si elles sont résécables, et ça ne sert à rien de laisser en place des métastases pour faire un exploit et aller chercher. C'est le coup de l'iceberg, où on couperait la partie visible de l'iceberg et on laisserait l'iceberg en sortant du bloc et en disant « Génial, j'ai pas tout enlevé, mais j'en ai un peu enlevé ». Non, ça ne sert pas à grand-chose, voire même à rien dans le contexte. Et puis, l'accès aux nouvelles molécules, qui est un réel challenge, pas simplement dans le cancer colorectal, en France, par rapport à nos tutelles et aux volontés de nos tutelles. On est dans l'Europe, est-ce que la France est à part ou pas? On pourra en discuter. Et puis, et je voudrais saluer Hélène en fait sur ça, quand j'ai quelques jours de différence avec Hélène. On me dit ça comme ça, Hélène? Quand je suis arrivé dans le service, Hélène avait monté un test, dont je parlerai très rapidement, peu importe, sur un médicament qui est devenu maintenant totalement obligatoire. Ça fait 17 ou 20 ans qu'on l'a à Brest, au CHU. Et c'est un moyen très simple, et je vais essayer de vous l'expliquer derrière. Un médicament, on n'est pas égal devant un médicament. On n'est pas tous égales devant un médicament. Bien sûr, vous allez me dire, après, moi je prends de l'aspirine, je fais une allergie. Pas moi, mais une autre personne. Donc là, on n'est pas égal. Moi, je ne fais pas d'allergie à l'aspirine, et ma mère m'en a gavé quand j'étais petit, et même un peu plus tard, d'ailleurs, quand elle trouve que... Mais j'en prends plus. Peu importe. Facteur de variabilité, d'efficacité et de tolérance. C'est très simple. Ça, c'est la façon médicale de le dire, c'est incompréhensible. Ça, c'est la façon non médicale de le dire, si, médicale, mais assez compréhensible. Regardez bien. Là, le patient n'arrive pas à ressortir le médicament de son sang parce que papa et maman n'ont pas donné le matériel pour. De l'autre côté, à la limite, il est tellement ultra rapide qu'il faudrait presque lui donner 2 fois la dose. Cette façon d'aborder, c'est une nouvelle façon d'aborder qui n'est plus sur le milligramme par mètre carré, poids-taille du patient, mais sur la dose abordable pour le patient et surtout le knock-out, dans certains cas. On ne peut pas vous donner ce médicament parce que vous n'avez pas le métabolisme pour le sortir de votre sang. À partir de là, est-ce que la médecine personnalisée, c'est si simple que ça? Non, il n'y a qu'à écouter la Ligue contre le cancer qui nous explique que la vraie médecine personnalisée, c'est la cellule, le patient, les populations, comprendre, diagnostiquer, prévenir, connaître, prendre en charge, dépister. Waouh! Et en fait, comment on pourrait faire un acronyme de la RCP, la fameuse réunion de concertation pluridisciplinaire où on se réunit? Ça serait, vous le voyez, mettre les biologistes, les chirurgiens. Bien évidemment, j'en ai oublié, mais vous voyez partir sur des directions qui vont être différentes en fonction du cas du patient, avec autour de la table quelqu'un qui connaît le patient, sinon on traite des scanners. Et ça va être réfléchir ensemble, bien évidemment avec le patient. Il n'est pas à la RCP, mais il l'a été avant et après. Choisir ensemble, et le patient choisit aussi avec nous les options, des effets secondaires qu'il ne peut pas supporter ou pas, et c'est lui qui va nous dire. Le parcours de soins du patient. Je pense qu'il faut que vous puissiez avoir ce traitement ou pas, etc. Voire même, c'était mon cas ce matin, patient venant de l'autre bout de la Bretagne pour un essai thérapeutique, parce qu'on a un système qui fait qu'on repère maintenant les essais thérapeutiques sur le Grand Ouest, dans tout cancer confondu.
Et donc, ça va engager le patient et les traitements successifs. C'est ce qui va se passer. Du coup, la personnalisation du traitement, toutes ces personnes vont y participer. Parce que personnalisation, ce n'est pas possible de parler de cancer. C'est même pas possible de parler de patient, c'est une personne. Et tous ces réseaux, ces structures vont pouvoir aider. Et vous allez voir à quel point, dans le cancer colorectal, ça va être important. Parce que dans le cancer colorectal, quand on opère, certains vont se retrouver avec une stomie. S'ils sont à la rue sans qu'il y ait une stomathérapeute qui leur ait expliqué comment ça va le faire, eh bien, ça ne va pas le faire du tout. S'il n'y a pas, dans certains cas, dans beaucoup de cas, une psychologue qui a rencontré le patient, s'il n'y a pas des diététiciennes, s'il n'y a pas l'ensemble des équipes, s'il n'y a pas les futures infirmières de pratique avancée, qui vont être des infirmières avec des pratiques qui vont être supérieures à l'infirmière habituelle parce qu'elle va avoir un droit de bouger certaines doses de traitement, voire revoir le patient. Eh bien, en s'adaptant à la personne, on va pouvoir soit faire une chirurgie du cancer du côlon, typiquement quand c'est localisé, mais même avec des métastases, on peut se retrouver en urgence à faire une chirurgie du côlon. Pourquoi ? Personne en occlusion, vous n'allez pas la regarder et débuter une chimiothérapie. Donc, vous allez être obligé d'opérer pour lever l'occlusion. Personne qui saigne de façon extrêmement intense, vous n'allez pas laisser la tumeur en mettant des médicaments qui risquent de faire baisser les globules blancs, certes, mais en faisant baisser les plaquettes, de faire saigner encore plus. Donc la chirurgie va s'adapter à chaque personne en gardant à l'esprit qu'il faut voir la personne que vous avez en face et le concept très simple qui est jusqu'où on va. Jusqu'où on va pour la personne qu'on a en face de nous, avec l'entourage, bien évidemment, et la personne de confiance, voire les personnes de confiance. Ça peut aller jusqu'à une chirurgie de la carcinose péritonéale qu'on fait dans un certain nombre de centres. Vous savez qu'à Brest, au CHU, on a cette possibilité-là. De l'autre côté, ça passe par des traitements médicaux qui vont être adaptés, j'ai essayé de vous le dire, dans le cadre de chimiothérapie dite conventionnelle, qui reste toujours extrêmement importante dans le cancer colorectal, lorsqu'il est métastatique, mais associé plus ou moins à ces fameuses thérapies ciblées. Je vais juste vous montrer à la fin les différents médicaments qui aujourd'hui ont l'AMM et peuvent être donnés. Et puis, Hélène va vous en parler après, pas spécifiquement sur le cancer du côlon, mais de façon plus générale, l'éventualité de l'arrivée de l'immunothérapie, et on pourra aborder éventuellement dans le cancer colorectal à terme. Mais de l'autre côté, vous pouvez avoir aussi des techniques très locales. Une métastase unique chez quelqu'un qui ne peut pas être opéré de son poumon peut être traitée avec de la radiothérapie stéréotaxique. On est extrêmement précis et arrivé à faire. Ça ne remplace pas obligatoirement la chirurgie, mais ça peut permettre de prendre en charge un patient qui, par exemple, ne serait pas opérable. De l'autre côté, certaines techniques de radiofréquence, on va piquer dans la métastase, c'est les radiologues typiquement interventionnels qui font ça, et qui vont aller cautériser la zone. Donc vous le voyez, cette approche multidisciplinaire, elle garde à l'esprit bien évidemment la personne, et elle s'adapte en fonction de la situation. Ici, vous avez donc l'ensemble des médicaments qui aujourd'hui, 2019, on est tout de début 2019, ont l'autorisation de mise sur le marché. Et voyez la petite étoile là-haut au ramucirumab. Eh bien, aux États-Unis, cette molécule a l'AMM. En France, elle n'a pas de remboursement, pas d'AMM. Donc, on va avoir des différentiels sur la vision que peuvent avoir nos systèmes de soins par rapport à des médicaments. Et vous voyez qu'un certain nombre de médicaments, dans quelques cas, vont être à l'oral. À l'oral, c'est-à-dire prendre des comprimés de traitement qui ne sont pas obligatoirement des chimiothérapies, mais qui peuvent être aussi certaines fois des thérapies ciblées. Alors, la médecine de précision, les deux principaux médicaments, c'est anti-EGFR et anti-angiogénique. Anti-angiogénique, c'est facile à comprendre comme truc. En très gros dans le texte, vous avez un vaisseau, la tumeur essaye de manger via vous. Vous, si vous aviez un cancer. Vous, sauf que le médicament va essayer de médier à ça et essayer, entre 200 guillemets, d'étouffer la tumeur. Ce n'est pas de la médecine, mais j'espère que je suis compréhensible. Et puis le traitement idéal, c'est quoi? C'est la survie, la réponse tumorale, le coût, la toxicité, le facteur prédictif? Non. Le traitement idéal, c'est quelque chose qui va permettre la meilleure qualité de vie au patient, que seul lui peut définir, éventuellement avec ses proches, avec une efficacité la plus importante. À partir de là, il y a plein de cibles qui sont en train d'arriver, y compris dans les cancers colorectals. Et ça va même plus loin parce que entre la droite et la gauche du côlon, il y a
des facteurs différents en termes de marqueurs tumoraux et en termes de cibles potentielles. Donc vous voyez la complexité dans laquelle on rentre. Et pour aller plus loin, en fait, le rêve de l'oncologue dans la médecine personnalisée, ça pourrait être ça. L'ensemble des territoires pris en charge, dans le cadre de la responsabilité populationnelle, l'ensemble de la Bretagne. Maintenant, fermons les yeux et ayons cette même Bretagne avec de la solidarité, de la promotion, de l'indépendance, de la démocratie sanitaire, de la collaboration, de la prise en charge globale. Je vous remercie. Véronique. Merci à tous les deux. Je crois que vous avez parfaitement répondu à cet objectif d'essayer de simplifier les données médicales autour du cancer du côlon. Je pense que la salle a bien perçu tous les messages que vous avez laissés transparaître. J'ai bien aimé aussi l'idée de rappeler, parce que tu n'étais pas là, mais en préambule, j'expliquais bien que justement, on ne prenait plus en charge un organe. Le métier de médecin, ce n'est pas de prendre un organe cassé et de le remettre en fonction. Ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi de prendre en charge surtout la personne qui est atteinte par la maladie. Et ça, c'est vrai qu'il faut toujours penser à la personne quand on prend en charge un malade atteint d'un cancer. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Une question. Je vous apporte un micro. Je ne vais pas monopoliser le micro parce que j'aurai des questions à chaque fois. Il s'avère que je suis infirmière dans un centre d'handicapés mentaux. Et c'est vachement compliqué pour nous les infirmières de faire les tests de dépistage. Alors, je voulais savoir, même si je suis infirmière, pourquoi, à part le risque de l'anesthésie, pourquoi on fait pas plutôt, pourquoi on est obligé de passer par des tests, pourquoi pas faire tout de suite la coloscopie ? Peut-être ça serait intéressant de repréciser ça. Parce que ça, c'est hyper compliqué, parce qu'il faut savoir à quelle heure ils font leur selle, ils s'enferment dans les toilettes. Enfin bon, on n'arrive pas, quoi. On n'arrive pas à faire ce suivi. C'est dommage, parce que... Alors, une coloscopie, c'est quand même assez lourd. C'est quand même un examen invasif qui peut donner des complications. Donc, il n'y a pas que l'anesthésie. Même si c'est très rare, il peut y avoir le risque de perforation. J'imagine que la préparation à la coloscopie n'est pas forcément toujours très simple non plus. Donc, voilà, c'est une balance, je pense, avantage-inconvénient. S'il y a des signes cliniques, il faudra certainement discuter de la coloscopie. En l'absence de signes cliniques, voilà, il faut peser les avantages, les inconvénients de l'examen, qui est malgré tout pas, même si ça se passe très bien dans la grande majorité des cas, c'est pas anodin quand même.